Bonjour à tous. Je suis très heureux d'ouvrir une séquence, une très belle séquence qui est consacrée à Didier Grumbach. Didier Grumbach, une grande personnalité de la mode, de l'art et de la création. Et par ailleurs un ami proche. Didier Grumbach, vous allez voir un très beau film qui lui est consacré dans tout ce projet, toute cette initiative très heureuse, diligentée, organisée par la BPI et notamment au sein de la BPI par Delphine Mathieu qui était une des étudiantes de Didier, comme elle a été une de mes étudiantes. Didier Grumbach est un entrepreneur, il est un intellectuel, il est un esthète. Et ces trois dimensions qu'il accomplit chacune en profondeur se confondent pour marquer une unité qui se caractérise également par le sceau d'une exigence sans faille et par celui d'une intégrité également infaillible. Il y a sans doute dans tout cela, et cette personnalité exceptionnelle, une forme d'héritage familial, notamment parce que Didier est le neveu de Pierre Mendès France. Mais quoi qu'il en soit, ces valeurs, il les a, encore une fois, accomplies, exercées à sa façon, de cette manière, dans les terrains, dans les champs qui lui sont chers, la mode, l'art et la création. Avec toujours une vue du long terme, parce que Didier a été et est toujours soucieux du présent, sans jamais être aveuglé par le présent. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas ou qui le connaissent peu, parce que si exceptionnel qu'il soit, ou peut-être parce qu'il l'est particulièrement, il a toujours été sujet à une certaine forme de discrétion. Alors je vais énoncer quelques mots, comme on esquisse un portrait, à la volée comme ça. Dignité, pudeur, exigence, écoute, compréhension, attention, connaissance, partage, transmission, respect, liberté, amitié, fidélité, générosité. Le film que vous allez voir va donner un aperçu de du grand parcours. Carrière est un mot réducteur, et les valeurs de Didier. Il faudrait un long documentaire pour en donner la juste mesure. Mais c'est un très beau film. Alors, je vais peut-être ajouter quelques points, sans évidemment produire une biographie in extenso que vous pouvez trouver évidemment facilement, et des points qui ne sont pas nécessairement abordés dans le film, parce qu'on ne pouvait pas tout ne pouvait pas être dit. Didier a été industriel très jeune, entrepreneur. Il a joué un rôle éminent, très important, dans la création du prêt-à-porter, même si ça vous paraît à tous, en tout cas aux plus jeunes générations, comme une évidence absolue, ça n'était pas du tout. Et ceci, vous le verrez, sera relaté, parce qu'il s'agit du prêt-à-porter d'Yves Saint Laurent et de bien d'autres créateurs et couturiers.
Il a été à l'initiative du mouvement de ce qu'on a appelé les créateurs de mode, qu'on appelle toujours les créateurs de mode, pas nécessairement sur le mot en tant que tel, mais c'est lui qui, avec André Putman, a constitué ce groupement, qui était une société, qui s'est appelée Créateurs Industriels. Parce que déjà, et je sais que c'est un sujet majeur pour le BPI, déjà il était soucieux, et pour la French Touch, déjà il était soucieux de réunir la création et l'industrie. Et là, on est vraiment au tout début des années 70. Il était très proche d'un très grand créateur, le premier créateur non français qui vraiment a participé à l'essor de ce qui est devenu ensuite, notamment grâce à Didier, de ce qui est devenu la mode à Paris. Je veux parler d'Issey Miyake, qui recherchait la création et la paix, et qui avait vécu personnellement le drame d'Hiroshima. Il y a bien d'autres destinées que je pourrais évoquer qui étaient rassemblées autour de Didier, et notamment le fait que ce grand projet de créateur industriel, il l'avait imaginé, conçu avec André Putman. J'ai connu pour ma part Didier à l'Institut français de la mode. L'Institut français de la mode avait été créé en 1986, j'en ai pris la direction générale en 1987, sous la présidence de Pierre Berger. Et Didier, à ce moment-là, était responsable du département marketing. Il faisait ça en plus à côté de la présidence de Thierry Mugler et d'autres activités. Il a été ensuite directeur des études, doyen du corps professoral. Il a été plus important que ses appellations en tant que telles, un grand et un merveilleux professeur qui a enseigné si bien, a appris tant de choses à tant de générations d'étudiants. Je vais vous raconter une brève anecdote pour vous dire à quel point allait son implication et sa générosité et son souci d'altérité. À un moment, l'IFM a eu des difficultés financières. Et il se trouve que Didier avait, comme toute personne participant à la vie de l'IFM, donc un salaire qui était un salaire tout à fait raisonnable, qui était donc, on va dire, qui faisait partie de l'ensemble de ses activités. Et étant donné ces difficultés, ce qu'a tout simplement proposé Didier, c'est de ne plus être payé pendant quelques années. Donc il a donné son temps, à mi-temps, à l'IFM, comme un mécénat de compétences incessant, voyant les étudiants, en transmettant tous ces réseaux, toute sa culture de mode, y compris, j'ai eu la chance que l'on travaille ensemble sur tout cela, parce que Didier, il est comme ça, il était comme ça, il est comme ça. Il a ensuite présidé la Fédération de la haute couture et de la mode, dont je suis président exécutif. Si la haute couture se porte aussi bien aujourd'hui, c'est grâce aux grandes marques et aux groupes qui les accompagnent, ou aux marques qui sont aux marques indépendantes également. Les grandes marques qui font le succès de la haute couture et de l'attractivité de la haute couture. Mais ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que Didier a joué un grand rôle, parce qu'il a toujours cru, parce qu'il savait que la haute couture non seulement perdurerait, mais retrouverait un nouveau bain de jouvence, une nouvelle floraison. Et puis, parmi bien d'autres choses, il a été aussi président des Amis de Beaubourg, des Amis du Musée d'Art moderne. Il a été pendant plusieurs années, et aujourd'hui, nous sommes plusieurs autour de lui, et beaucoup, et je vous appelle aussi à faire partie de ce grand mouvement, autour d'un lieu, d'un site et d'un projet, d'une initiative qui s'appelle les Oserets, qui se trouve à une quarantaine de kilomètres de Paris, et qui est un fonds de dotation où on trouve la très très belle collection, Didier est aussi un grand collectionneur, de Didier, qui est dédié à la recherche, qui est dédié à la formation. Une formidable œuvre de Fabrice Hibert vient d'être présentée, vient d'inaugurer, elle s'appelle Surprise, dans le parc de cette propriété où il habite avec sa sœur Sylvie Grimbach, également une grande personnalité de la mode. Voilà, quelques mots. Je dois dire que ça m'a été d'autant plus agréable de les prononcer que, comme je l'ai dit au début de mon intervention, je suis lié par Didier, et comme d'autres autour de Didier, par des liens
des liens de grande proximité, de profonde amitié, de profonde affection. Et je vous laisse maintenant le soin et le plaisir de découvrir le très beau film qui est consacré à Didier. Je vous remercie de votre attention. En 54-5, j'étais stagiaire chez Mendes. Ça me faisait des petites ressources, mais je faisais mon droit. Pour moi, Mendes était un moyen d'être indépendant. Mon grand-père, je l'ai croisé dans l'entreprise. Le matin, je lui amenais le courrier, et dans le courrier qu'il fallait que je ramène, il y avait un contrat que lui avait signé, mais Madame Gray non encore. Il s'agissait de voir que Mendes pourrait fabriquer le prêt-à-porter de Madame Gray. J'avais 20 ans, hein. J'allais aux essayages, j'accompagnais les premières. Je m'assoyais sur la moquette et je la regardais faire. Et elle projetait des épingles dans la couture. Avec la main gauche, elle tirait la toile. Avec la main droite, elle projetait les épingles et vous voyez la robe qui se faisait devant vous sans que vous pouviez comprendre de quoi il s'agissait. C'était miraculeux. Donc j'ai eu cette intuition qu'entre le prêt-à-porter et la couture, il y avait des possibilités de travailler ensemble. Mon premier voyage à New York avec des collections, c'est en 64. À l'époque, Mendes avait des contrats avec Carven, Madeleine de Roc, Jean Patou et Castillo. Il se trouve que Madame Elisabeth Arden avait eu pendant la guerre Castillo comme styliste. Elle avait encore 22 salons aux États-Unis et elle est venue avec 4 acheteurs, 2 hommes et 2 femmes, et qu'au fur et à mesure que la collection défilait, uniquement Castillo, elle disait 24, 24. J'avais jamais vu ça, parce qu'en Europe, 2-3 pièces par modèle, c'était déjà pas mal. Donc me retrouver avec 24 pièces par modèle, c'était absolument extravagant. Et je me demandais déjà comment j'allais les produire. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait une possibilité d'expansion pour le prêt-à-porter français qui jusqu'à maintenant n'existait qu'à travers la couture, puisque les couturiers ne pouvaient pas vendre de prêt-à-porter ni en fabriquer. Donc le système d'édition couture, ce que Mendes avait entrepris en 1964, s'est avéré une opportunité que j'ai saisie, une chance. Du coup, quand Saint-Laurent a voulu faire du prêt-à-porter, c'était naturel presque qu'il me téléphone. J'avais 25 ans, je ne le connaissais pas, mais il voulait fournir une boutique sur la rive gauche. Alors j'ai dit à Pierre Berger que, de mon point de vue, l'industriel ne pouvait pas avoir un seul client et que la boutique ne pouvait pas avoir un seul fournisseur. Alors c'était un petit projet pour lui. Alors il me dit, mais monsieur, vous n'aurez qu'à vous débrouiller. Et ce soir-là, une chance, je dîne chez un grand-oncle où je n'ai dîné qu'une fois. Madame Anoka racontait une histoire tout à fait extraordinaire. Elle avait fait une collection pour femmes enceintes, ça s'appelait Pré-Maman, et qu'elle était stupéfaite parce qu'elle avait des demandes d'autres boutiques qui voulaient avoir le même concept et qui voulaient faire un contrat avec elle. Le lendemain, je rappelle Pierre Berger. Ils ont trouvé que c'était une bonne idée, ils n'en avaient pas demandé autant, et ça a fait boule de neige. C'est-à-dire qu'on est passé d'une boutique en 67 à 150 dans les années 80. Castelbajac, je me souviens d'avoir vu sa collection dans un petit atelier du 18e arrondissement. C'était époustouflant. Donc c'est vrai que j'avais ça. Et quand c'était ringard, je le savais tout de suite. Puis à cette période, je voyais un défilé Mugler. Il fallait que je m'en occupe. Et je suis devenu président de Thierry Mugler en 78. C'était génial, enfin irréel. J'ai toujours vu le futur, mais je ne vois pas toujours ce qu'il y a devant mes pieds. Il n'y a pas d'explication. C'est incroyable que j'ai envoyé cette lettre à 40 ans, que je l'ai confirmée et que ça se soit fait.
Parce qu'après tout, à l'époque, il n'y avait pas 50 étudiants. Donc oui, il y a un coup de folie, là. Il y a quelquefois des choses que vous faites qui sont hors de la raison et qui viennent d'intuitions que vous avez. Vraiment ce que l'IFM constitue, encore maintenant, un vivier de managers et de créateurs qui ont eu la même formation et qui font partie d'un collectif, qu'il soit chinois ou américain. Ça donne un potentiel à l'association des anciens qui est tout à fait extraordinaire. Il y avait 20 étudiants au début, des centaines, ils sont 400, puis 100 le lendemain. Ils sont tous passés par là. En effet, c'est là que Mode et Finance a une position tout à fait exceptionnelle, qui existe encore, curieusement, même si on n'est pas dans le même cycle, qui est construire autour d'un créateur une structure qui lui est adaptée. Ce qui est particulier ici, c'est que c'est pas un jardin. Ça fait 50 ans que les arbres poussent. Ils sont tous différents. Et c'est la différenciation entre ces arbres qui fait l'intérêt de la propriété. C'est-à-dire que les arbres sont très supérieurs aux maisons. J'ai commencé à collectionner en 65. Là, on est sur des démarches qui sont comparables. Rechercher le talent et le soutenir en investissant, etc. J'ai acheté les premiers Garouste. Là, j'ai acheté 5 pièces. Je les ai choisis chez Garouste et je les ai payés à la galerie. Ça coûtait pas cher. Et ces 5 pièces se sont retrouvées à l'exposition à Beaubourg. Je vois très bien l'avenir, mais je vois très bien l'avenir auquel j'appartiens. J'ai du mal à imaginer ce qui se passera quand je serai plus là. La pièce de Fabrice Hibert, elle finit un parcours et je crois qu'il apportera beaucoup. C'est une idée simple, très typique, très différente de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. On est entre le design et la création. Ça s'appelle Surprise.